London! À moins de vivre dans une grotte, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'actualité, le coronavirus. Le vendredi soir, on a eu droit à un discours du président annonçant la fermeture des écoles pendant environ un mois. Et récemment, la dernière directive a été également de fermer les restaurants, les bars tabac, les cinémas. Et suite au lundi 16 mars, c'est parti pour 15 jours de confinement renouvelable. Suite à ça, on va pas se le cacher, on a pu voir des réactions hystériques et apeurées de la part du pays, comme dévaliser les grandes surfaces à part de prendre du papier toilette et des pâtes. Mais soyons honnêtes une seconde, cela fait environ un siècle que le monde n'a pas connu cette situation assez embarrassante. Donc, cette panique générale peut évidemment se comprendre. Cependant, afin de vous rassurer, on est loin d'être le pays touché par la pandémie, et d'ailleurs, la Chine commence à se relever doucement du Covid-19. Et dites-vous bien qu'il y a des pandémies pires que celles actuelles, qui sont d'ailleurs exploitées par la fiction, et plus particulièrement par la cinématographie. Je vais donc vous présenter 4 films de pandémie qui vous feront relativiser sur le coronavirus. Avant de commencer, il paraît évident que les films dont je vais vous évoquer soient un minimum inconnus du grand public. Ça n'a aucun intérêt de vous parler des derniers films que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà vus. Allez, sans plus attendre, voici 4 films hors du commun sur la pandémie. Le chat de Madame Anglais a disparu. Elle a collé des affiches partout dans la ville. Où est Honnet? On a tous vu ces affiches, mais personne n'a trouvé le petit Honnet. Pontypool, réalisé par Bruce McDonald, sorti en 2008 au Canada. Il raconte l'histoire d'une équipe d'animateurs radio bloqués pour une nuit dans la station Pontypool au Canada. Les animateurs commenceront alors à paniquer et à se mettre en quarantaine dans l'enceinte de la station de radio, après avoir eu des échos de l'actualité, mais surtout d'avoir reçu un invité qui leur explique qu'un virus contagieux est transmissible, non pas par le contact humain, mais par les mots. En bref, un virus contamine des mots, de la langue franco-canadienne, et toute personne éplant le mot commencera alors à rentrer dans une folie meurtrière. Comme vous pouvez le constater, Pontypool, malgré une ambiance huis clos et un faible budget, il arrivera à surprendre avec un concept fort original et un début prenant. Cependant, dû à son faible budget pour une publicité modeste, le film n'a pas eu droit à sa sortie au cinéma. Il est directement passé en DVD, ce qui est bien entendu a réduit sa visibilité. Ce qui est à ma foi dommage, car malgré le manque de budget flagrant dont a dû faire preuve l'équipe, le film reste dans une qualité professionnelle et exemplaire, avec quelques idées ingénieuses, filant la chair de poule afin de pouvoir s'abstenir d'un maquillage grotesque de zombies. Mais il se démarquera plus avec ses acteurs tels que Stephen McCarthy, qui est ici charismatique malgré des petits rôles à travers des séries et des films d'Hollywood. Il est en plus accompagné de sa femme, Lisa Houle, pour une performance forte et émouvante. Elle t'a dit qu'elle allait quel numéro? Numéro 13. Bureau. The Signal, réalisé par David Bruckner, Dan Bush et Jacob Gentry, sorti en 2007 aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Mia essayant de quitter son copain psychotique et jaloux pour son amant Ben. Malheureusement, des interférences mystérieuses vont alors se mettre à envahir les radios et télévisions, rendant des envies de meurtre chaque personne les regardant ou les écoutant. Le film a l'originalité d'aborder plusieurs points de vue afin de regarder la pandémie à travers un regard différent pour avoir un seul et même fil conducteur, Mia, son ex et son amant. Il sera sous forme de chapitres, chacun abordant son but, sa folie et son objectif. C'est un petit film ambitieux proposant un concept peut-être déjà vu dans le fond, mais original dans la forme. D'ailleurs, à sa sortie, il a bénéficié de bonnes critiques notamment par Wes Craven. Mais au final, j'ai pas grand chose à dire dessus, il se résume par lui-même. Mais l'idée d'utiliser la télévision et d'autres appareils multimédia comme générateur de folie meurtrière est intéressante dans le fond comme la forme. Mais ce n'est pas forcément étonnant quand on regarde les réalisateurs perfectionnistes, la logique ne peut que être frappante. Surtout pour David Bruckner, qui réalisera des longs métrages connus dans le milieu de l'indépendance et du underground du cinéma de genre horreur. Intervertis le numéro 3 avec le phéromone 2,6-alpha. Le numéro 6 est un peu perturbé à chaque fois que le bodybuilder apparaît. Il faut absolument surveiller ce sujet en priorité. La guerre des sexes, réalisé par Joe Dante, sorti en 2008 aux États-Unis. L'histoire raconte la pandémie d'un virus s'attaquant tout d'abord à des parasites dangereux pour éviter de se reproduire. L'ennui, c'est qu'il finira par toucher les humains, plus particulièrement les hommes, qui ressentiront alors une poussée de folie et de la haine profonde sur la femme, ce qui poussera donc les hommes à commettre un génocide mondial envers la femme. Un scientifique essaiera de trouver un remède au virus tout en protégeant sa femme et sa fille de la population, mais surtout de lui-même. Bon,
Alors, je sais ce que vous allez vous dire, c'est juste un long métrage féministe pour dire que tous les hommes sont des porcs. Cependant, afin d'anticiper les réactions virulentes du public, l'épisode a l'intelligence de ne pas sombrer dans le manichéisme primaire. Il nuance son propos tout en dénonçant certains aspects de la société, même si je le conviens, il a tendance à forcer sur certains moments. Cependant, il vaut sa place dans ce classement pour proposer un scénario risqué, glissant, original et plutôt bien maîtrisé. En plus, c'est Joe Dante qui l'a réalisé. Joe Dante, ce nom vous dit forcément quelque chose. Proche de Steven Spielberg, réalisateur de films de série B plus ou moins connus avec des films de genre, mais surtout les Gremlins. Néanmoins, un humour noir ou potache présent dans certains films, on y retrouve souvent une satire politique tout aussi présente. Je vous ai parlé en plus, non pas de films, mais d'épisodes, pour ce cas précis, car il fait partie, avec un autre épisode réalisé par lui-même, des Master of Horror, une série populaire horrifique reprenant les codes des contes de la crypte. Cette série d'épisodes horrifiques racontant une histoire avec un point de vue différent pour chaque épisode, comportant 3 saisons. Pour les 2 premières, on a eu le droit à des épisodes de long métrage cultes portés en plus par des réalisateurs tels que Takeshi Miike ou bien John Carpenter. Mais pour la 3e saison, le rachat par Lionsgate Studios, ce qui veut dire des épisodes moins qualitatifs, mais avec tout de même de bonnes idées. Joe Dante commence la première saison avec son premier épisode Vote ou crève, téléfilm mélangeant horreur, corruption politique et révolution. Puis, il termine donc par ce 2e épisode dans la saison 2. En fait, je dirais que les 2 épisodes font penser au film Uncle Sam, ayant un propos et un contexte similaires. Ce qui n'est pas forcément étonnant quand on regarde quelques films de William Lustig. Ebola Syndrome, réalisé par Herman Yoo, sorti en 1996 en Chine. On termine avec le clou du spectacle, l'ultime parodie de l'actualité, un film absolument absurde, trash et gras. Il raconte l'histoire d'un serveur travaillant au black dans un restaurant asiatique miteux en Afrique du Sud, afin de fuir un crime horrible dont il est responsable à Hong Kong. Lors d'une balade en safari, il finira par contracter Ebola en essayant de violer une indigène. Et oui, on rencontre le même syndrome que The Devil Reject. Dans ce cas présent, le protagoniste est un personnage grossier, insultant, pervers, mais surtout violent, n'hésitant pas à exterminer toute personne à travers sa route. Il finira par contracter Ebola, mais comme le karma peut être une vraie salope, il sera simplement porteur du virus et contaminera tout le monde autour de lui, malgré lui. Le film comporte principalement des scènes violentes crues, en ayant également des passages de viol, de racisme, le tout accompagné d'un humour noir. Pourtant, en le voyant, en plus sous-titré avec une qualité ne dépassant pas le 300 pp, je n'ai pas réussi à arrêter le film dont il est resté captivant. Le tout réalisé par Herman Yoo, déjà responsable de Untold Story, sorti en 1996, film similaire avec Ebola Syndrome, portant le même acteur présent, Anthony Wong. Reconnu et populaire à Hong Kong, possédant une large palette de rôles dans de nombreux films, notamment dans un genre cinématographique controversé en Chine, la catégorie 3. Pour faire un bref résumé, il s'agit simplement de films interdits aux mineurs dans le territoire chinois pour des raisons de contenu sexuel ou violent. Ce genre d'exploitation a commencé à émerger de la Chine dans la période de fin 80 jusqu'à début 2000, avec des films se prenant plus ou moins au sérieux, comme Sex Zen ou Story of Ricky, considérés comme les mauvais élèves de la catégorie à cause d'une histoire grossière, puis un contenu nanardesque, même si des scènes sont juste cultes. Cependant, d'autres sont à noter pour les amateurs comme Run on Kill, Wept by an Angel, Unstuder, Wet to Kill et Daughter of Darkness, ayant l'équivalence ou même de Ebola Syndrome. Les participants récurrents de la 4-3 sont le réalisateur Billy Teng, on doit Run on Kill en Wet to Kill, Dr. Lum ou Streets of Fury, mais également l'actrice Lily Cheng, ayant des rôles d'ange violet dans Daughter of Darkness ou Wet to Kill. Le genre arrive à se rapprocher des thrillers et films policiers cinglants de John Woo et Johnny To, récupérant au passage une bonne dose de violence accompagnée de testostérone, avec une paire de couilles. D'ailleurs, on peut même dire que certains films de ces derniers ont les critères pour entrer dans le genre. On a d'ailleurs dans le paysage cinématographique asiatique quelques longs métrages se rapprochant de la catégorie mais pourtant éloignés de par ses thématiques. Pour conclure, je dirais que malgré ce thème apocalyptique répétitif ayant été représenté avec la même sauce homogène, certaines œuvres arrivent à se démarquer et à proposer, malgré parfois un faible budget, un scénario absurde, ingénieux, mais surtout original, valant le coup d'être regardé. J'aurais également pu parler d'un certain nombre de films reprenant ce thème et valant également le coup. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis en tout cas à la prochaine, si tout se passe bien.